Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV où il sera question du tout dernier rapport d'activité de la Cour des comptes au titre de l'exercice 2021 où la Cour interpelle quant à la mise en œuvre des grands chantiers de réformes structurantes, des finances publiques en passant par la protection sociale ou encore l'investissement ou ici le système fiscal. Retour dans cette séquence sur la méthodologie, les résultats et surtout les principales recommandations émanant de ce rapport en compagnie de la présidente de la Cour régionale des comptes de la région Rabat-Salé, Kénitra. Bonjour Salima Chaferi, merci de répondre à nos questions. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Première question par rapport à la méthodologie. Comme je le disais dans mon introduction, qu'est-ce qui distingue ce rapport des autres rapports de la Cour des comptes ? Pour commencer, et pour répondre à cette question, plusieurs points me semblent importants à évoquer. D'abord, en vue d'asseoir les missions constitutionnelles des juridictions financières, que ce soit en matière de contrôle supérieur des finances publiques ou encore la consolidation et la protection des principes et valeurs de la bonne gouvernance, la reddition des comptes et de la transparence de la reddition des comptes, les juridictions financières tiennent à exercer de façon leur mission de façon équilibrée et globale. Cette démarche vise à, bien entendu, à instaurer la culture de la gestion axée sur le résultat et l'impact sur le citoyen comme indicateur ou comme critère d'évaluation des programmes et projets publics, d'une part. Bien sûr, en nous adossant, bien sûr, toujours en respectant le principe de la reddition des comptes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut dire que dans cette nouvelle approche, dans cette nouvelle étape de processus de développement du contrôle supérieur des finances publiques, les juridictions financières ont mis en place un plan stratégique ou des orientations stratégiques 2022-2026 qui s'articulent autour d'une programmation pluriannuelle, l'uniformisation ou la standardisation de ces formes et approches, une préparation et une présentation de leurs résultats, une politique répressive adaptée à nos attributions constitutionnelles, en activant bien entendu les différentes passerelles entre les attributions juridictionnelles et non juridictionnelles, et finalement l'ouverture sur son environnement. J'aimerais rajouter à ce niveau-là un petit point intéressant qui est celui de l'ouverture non seulement sur les parties prenantes, mais également sur le citoyen. Une plateforme est en cours de préparation pour effectivement traiter en temps opportun toutes les plaintes que nous recevons par centaines à la Cour des comptes. Un autre point important, c'est que le nouveau rapport se veut être plus lisible, on a amélioré de son contenu et de sa qualité. Il se veut être un outil, non seulement un mécanisme un mécanisme de consécration de principe de reddition des comptes, mais surtout également un outil d'aide à la prise de décision, d'orientation, d'accompagnement, d'amélioration de performance et bien entendu d'anticipation sur les risques potentiels. Un autre point, celui des recommandations que nous avons voulu être constructives et bien entendu précises et réalisables et sur lesquelles nous avons travaillé de façon proactive et interactive avec les différents organismes objets de notre contrôle et bien entendu nous avons apporté une nouveauté, c'est que la constatation des améliorations des performances et également la valorisation bien entendu des bonnes pratiques. Et il ne s'agit pas ici que de pointer du doigt ce qui dysfonctionne ou les dysfonctionnements, mais aussi les choses qui marchent, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Et puis, un autre point, j'aimerais mettre en exergue, c'est que pour la première fois, et la Cour des comptes elle est pionnière dans ce domaine par rapport aux autres institutions supérieures de contrôle, nous avons mis en place une application pour permettre un suivi de recommandations en temps opportun. Et bien entendu, cette approche se base sur l'analyse de la gestion des risques et aussi est adossée à bien entendu le mécanisme garantissant l'indépendance, l'objectivité et l'impartialité des juridictions financières. Alors, puisqu'on parle de juridiction financière, il y a cet exercice de la Cour des comptes, des attributions juridictionnelles et aussi ce principe de reddition des comptes.
Comment cela se cristallise-t-il dans ce rapport? Parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres et beaucoup de montants. On aimerait bien en savoir plus avec vous, Selma Chaffer. Absolument. Donc, c'est une attribution conférée par la Constitution dans son article 147, à savoir la vérification de la régularité des opérations de recettes et des dépenses, l'appréciation de leur gestion et bien entendu la sanction en cas de manquement. La Cour des comptes reçoit environ 80 tonnes, juste à titre indicatif, de pièces justificatives par an. Par an, absolument. Et il y a justement, la Cour est en train d'interpeller sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nécessité de revoir un peu le système de production des comptes et de régime de responsabilité des comptables publics. Mais avant cela, comme vous l'avez dit, des chiffres ont été évoqués. On parle à peu près de 4,7 millions de dirhams d'amendes appliquées dans la matière de discipline budgétaire financière. Alors la discipline budgétaire et financière, pour faire simple, c'est comme son nom l'indique, c'est des mesures disciplinaires lorsque la loi est enfreinte. Ça ne veut pas dire que cela remet en cause la probité des gestionnaires ou leur intégrité, d'une part. D'autre part, on a 15 millions quand même de dirhams qui ont fait l'objet de remboursement. Et rajouter aussi que pour la première fois, les affaires en interne déférées sont plus importantes que les affaires externes. C'est-à-dire que la Cour, on a été saisi par les ministres, les ministres ont saisi la Cour des comptes. À peu près, les saisines par les ministres du procureur général du roi ne constituent que 7% de nos affaires, et ceux des procureurs du roi auprès des 12 cours régionales ne constituent que 30% des affaires. Je rajoute autre chose, c'est qu'en matière de jugement des comptes cette fois-ci, ce qui effectivement met en cause la responsabilité pécuniaire et financière des comptables publics, les juridictions financières en cette matière ont sorti pratiquement 2621 arrêts et jugements pour un montant global de DB de 18 millions de dirhams, environ 18,6 millions de dirhams, donc pour des infractions généralement qui ont trait à l'inexactitude dans les opérations de dépenses, mais aussi l'absence de diligence dans les opérations de recettes, dans le recouvrement des recettes qui entraînent souvent l'irrécouvrabilité et bien entendu leur prescription. Rajouter un autre point important, c'est le principe sacro-saint de la séparation entre ordonnateur et comptable. La gestion de fait également, un jugement a été effectivement prononcé et d'une valeur de 1,7 million de dirhams par la chambre d'appel près de la Cour des comptes. Pour ce qui est des affaires pénales, elles sont déférées à la présidence du ministère public. On en a déféré 20 aujourd'hui, pour des faits qui relèvent bien entendu de l'usage de biens, d'octroi d'avantages injustifiés, usage de biens publics pour raisons personnelles, mandat fictif, etc., ou surfacturation, etc. Alors, votre cours interpelle aussi, et sur un point très important quand on parle de gestion du budget, c'est sur la mise en œuvre des grands chantiers structurants de notre pays. Il y a bien évidemment cette question de finances publiques, il y a ce grand chantier de protection sociale, en tout cas de l'élargissement et de la généralisation de la protection sociale, il y a le système fiscal. Donc, en gros, il y a beaucoup de points qui sont relatés dans ce rapport et qui restent quand même l'objet d'interpellation de votre part. Donc cela touche en gros à plusieurs aspects, plusieurs secteurs de la gestion des deniers publics. Absolument. La particularité du rapport de cette année, c'est qu'il a inclus les grands chantiers structurants aujourd'hui qui font l'objet d'une attention particulière, notamment en matière de finances publiques, comme vous l'avez dit, de protection sociale, et j'en arriverai. Donc en matière de finances publiques, le grand chantier de la certification des comptes de l'État. Vous devez savoir que pratiquement 30 pays dans le monde effectuent effectivement cette certification, procèdent à la certification des comptes de l'État. En Afrique, uniquement 3. Et pour ce qui est de la Cour des comptes, c'est une attribution qui lui a été confiée par la loi organique des finances 133 et qui devait démarrer en 2020. Mais nous n'avons reçu les premiers éléments du rapport de 2020 qu'en 2022, qu'en mai 2022, d'où le retard. Ce retard-là, la Cour interpelle à la nécessité de procéder à des accompagnements nécessaires, également au niveau de la gestion de l'accès sur la performance, à faire des efforts à ce niveau-là, également pour ce qui est de la dématérialisation
d'interprétation, a demandé, la Cour des comptes préconise une meilleure interopérabilité entre les différents systèmes d'information, que ce soit à différentes échelles et vis-à-vis des services déconcentrés, interpelle aussi qu'il y a une forme de contractualisation entre les différents services et finalement la reddition des comptes, la révision du régime de responsabilité du comptable public. Pour ce qui est de la prévoyance sociale, la Cour des comptes appelle à, bien entendu, la continuité de la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Plusieurs choses ont été faites à ce niveau-là. Seulement, effectivement, pour pouvoir assurer la soutenabilité, la viabilité, la pérennité de ce système, il y a nécessité de lui assurer un bon portage financier. Deuxième point, c'est le développement au niveau toujours de la prévoyance sociale, le développement des structures de soins et moyens nécessaires afin d'assurer la disponibilité et améliorer les soins octroyés à la population. Pour ce qui est du système d'investissement, le rapport sur le nouveau modèle de développement a fait appel à l'accroissement de l'investissement privé, la mobilisation de l'investissement privé de plus de 2/3 alors qu'il n'est que de 1/3 à un échéancier de 2035. Ce qui fait, pour cela, il faudrait s'y préparer. Donc mettre en place une stratégie dédiée avec des incitations à l'investissement importantes et avec un soulagement vis-à-vis des procédures administratives et comptables. Enfin, avant-dernier point, c'est celui de la réforme fiscale, celle de l'IR, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, qui est déjà entamée mais qu'il faudrait faire aboutir. Mais également, on interpelle sur la nécessité de mettre en place une feuille de route pour la refonte de la fiscalité des collectivités territoriales et la parafiscalité, et pour également étudier ou évaluer l'impact social des incitations fiscales. Et au final, rajouter celui des grands établissements publics, bien entendu, qui assurent le portage de la relance économique. Il y a nécessité, bien entendu, peut-être de les regrouper en grands pôles, mais aussi de mieux définir leur configuration et de pouvoir, bien sûr, leur assurer le portage financier dont on a parlé tout à l'heure. Alors, quand on parle de système public, il y a aussi le rôle de ces juridictions financières pour encourager, pour booster ou pour même asseoir une certaine résilience. Nous venons de sortir d'une crise inédite de la Covid-19. Comment alors asseoir cette résilience sur le long terme, en tout cas qu'elle fasse partie intégrante de ces systèmes ou du système public afin de mieux y faire face s'il y a des crises d'origine pandémique ou même climatique ou autre. Absolument. Donc, le Covid-19 était un défi pour nous, mais également, on en a tiré beaucoup d'enseignements. Et la Cour des comptes, de par son rapport, a essayé, dans le cadre de 200 missions qui ont été menées, de sortir un certain nombre de recommandations et surtout de mettre l'accent sur les enseignements à tirer. Pour ce qui est des secteurs des finances publiques, en dehors de l'équilibre, des grands équilibres financiers, la nécessaire maîtrise des déficits et bien entendu une rationalisation de la gestion des comptes spéciaux du Trésor, mais surtout la finalisation du système de réforme de la retraite. La grande question. Le secteur de la santé, des chiffres qui un petit peu laissent réfléchir. 1,5 agents par 1000 habitants arrêtés en 2011. Je crois savoir qu'on en est à 1,6 agents par 1000 habitants en 2020. Ce qui fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 4,5 agents. Donc, bien entendu, ce chantier doit aussi renforcement des ressources. Et avec ce chiffre de nombre de médecins dont nous aurons besoin d'ici à les médecins généralistes et bien entendu les spécialités prioritaires et une meilleure couverture aussi territoriale avec ces ressources. D'autre part, il y a également la nécessité pour ce qui est des systèmes des médicaments, un rappel, une complétude et la mise à jour des textes de loi y afférents, surtout en matière de fixation des prix. Il y a également, l'attention a été portée sur le système de surveillance sanitaire précoce qu'il faudrait bien entendu aligner au règlement sanitaire international et le rendre cohérent au règlement sanitaire international. Et j'en passe sur d'autres sujets, notamment la protection contre l'hypertension artérielle, dont il faut revoir la gouvernance et peut-être la mise en œuvre. Le secteur de l'éducation nationale et celui, effectivement, n'est pas en reste, puisque nous constatons qu'il y a nécessité, la Cour des comptes interpelle à la nécessité de mieux former nos enseignants et de prêter une attention particulière à leur parcours pédagogique. Un autre enseignement de ce Covid, c'est que la nécessaire, bien entendu, tirer profit de l'accès de l'enseignement à distance et donc peut-être en tirer enseignement et l'évaluer pour tirer un enseignement et surtout toucher la population rurale et les quartiers périphériques. Le transport scolaire, milieu rural, un mode de gestion qui reste bien entendu à consolider, notamment pour permettre le transport scolaire pour les filles du milieu rural.
Le secteur, nous avons un secteur, d'autres sujets, nous n'avons pas assez de temps pour tout traiter. Sportif ou administratif aussi. Peut-être productif, oui. Oui, peut-être absolument. productif. Oui. Bon, pour ce qui est du tourisme, donc la mise en œuvre ou le déploiement des mesures du contrat programme. Pour ce qui est également des pépinières jeunes entrepreneurs, les chiffres restent quand même... Peut-être que l'ambition était trop grande. Aujourd'hui, on en est à 7% taux d'emploi créé par rapport à nos ambitions, et, pardon, à 2% taux d'emploi créé par rapport à nos ambitions et 7% par rapport aux entreprises créées. Donc il faudrait revoir peut-être nos ambitions à la baisse et mieux programmer ce type, mieux cibler. Absolument. Surtout. Nous avons deux derniers points, bien entendu, le secteur de la culture. Il faut absolument, aujourd'hui plus que jamais, mettre en place une stratégie culturelle intégrée avec, bien entendu, touchant toutes les actions culturelles, tous les arts, et bien entendu aussi mettre en place et renforcer la protection, l'identification, la protection et la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Et il y a nécessité, bien entendu, à ce niveau-là, bien sûr, de faire une meilleure valorisation scientifique et peut-être touristique, etc., de ce domaine-là. Pour ce qui est du secteur administratif, on a surtout attiré l'attention, et je m'arrête là, on a surtout attiré l'attention quant à la gestion du patrimoine immobilier par les administrations. Donc, une révision, peut-être une refonte de ce développement de mécanismes de rationalisation et d'acquisition de cet immobilier. Alors, cela concerne certainement ce point commun entre tous ces secteurs et aussi entre toutes les administrations. Il s'agit bien évidemment de la gouvernance. Alors comment et quels sont les enseignements peut-être qu'on peut tirer de ce rapport en matière de gouvernance et notamment de développement territorial? Absolument. Alors, la gouvernance territoriale a fait l'objet d'une attention particulière dans ce rapport, puisque effectivement, l'enseignement tiré du Covid-19. Il est clair qu'il faudrait encadrer et renforcer le fonctionnement bien entendu, et puis l'accompagnement et la gouvernance pour assurer une continuité de service. On parle d'abord de mise en place de plans d'urgence qui s'avère être important, à l'instar de ce qui se fait pour les tremblements de terre et pour les inondations. Il y a nécessité aussi de mise à niveau des bureaux communaux d'hygiène. Aujourd'hui, ils font l'objet du contrôle. Les résultats de ce contrôle-là vont être publiés dans le rapport 2022, et puis également le renforcement de la société civile à travers des mécanismes, l'encouragement de mécanismes d'économie solidaire. Pour ce qui est de la gestion des régions, la planification stratégique qui devrait être en adéquation par rapport au financement, et pour ce qui est des communes rurales aussi, 5 chantiers. Le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable et de la valorisation des ressources en eau, de la rareté des ressources en eau. C'est un sujet d'actualité. L'assainissement, mettre en place un assainissement liquide, renforcer bien entendu l'encadrement de la mise en place des pistes rurales et de leur construction. Et puis, bien entendu, l'éclairage public qui constitue pratiquement 60% du budget des communes rurales. Il faudrait peut-être se rapprocher de l'efficacité énergétique pour pouvoir réduire ces dépenses. Et finalement, la commande publique, bien entendu, qui doit se faire en concertation avec les collectivités, avec les autorités locales. Les déplacements urbains ont fait l'objet également d'une attention particulière. Nous avons des difficultés à circuler à notre aise aujourd'hui dans les villes. Le plan de déplacement urbain doit faire l'objet d'une révision et d'une mise à jour conformément aux standards internationaux en la matière. Et puis, nous avons au final, bien entendu, les agences urbaines dont il faudrait réfléchir à une refonte globale et en faire un acteur peut-être conseil pour ce qui est des opportunités d'investissement et peut-être continuer également leur chantier de dématérialisation. Et finalement, l'agence de Bourg-Grec dont il faut revoir le modèle économique et financier pour pouvoir assurer sa pérennité. Sa pérennité, cela a été pointé du doigt clairement dans ce rapport, un rapport, rappelons-le, de la Cour des comptes au titre de l'exercice 2021, qui comporte beaucoup de points essentiels, soit-il sur le volet régional ou national. Alors, il y a cette question par rapport aux comptes annuels de nos partis politiques et la vérification de la régularité des dépenses des campagnes électorales. Quel constat, Salima Chaferi, de la Cour des comptes? Alors, sur 34 formations politiques, 18 ont été dans les délais, ont déposé leur bilan dans leur compte dans les délais, d'une part. D'autre part, nous avons découvert qu'effectivement, entre les dépenses et les recettes, 499 millions de dirhams et 502 millions de dirhams, il y avait une petite différence. Mais ce qui est plus important, c'est de retenir que par rapport aux campagnes, compte des campagnes électorales, nous avons reçu quand même un taux de dépôt de compte par les intéressés de 85%, ce qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, nous avons
envoyé dans ce cadre également 1046 notes d'observation vis-à-vis de ces personnes. Et puis, des chiffres à retenir, donc 18 millions de restitutions de soutien par les partis politiques, dont 18 millions à côté de 7,1 millions en 2020 et 7,5 millions en 2021. Ce qui n'est pas négligeable. À relever également que 13 partis politiques n'ont toujours pas restitué les 4,2 millions de dirhams aux caisses de l'État. Très bien. Au titre des scrutins antérieurs. Dernière question. Peut-être celle de la déclaration obligatoire de patrimoine. Oui, bien sûr, justement, puisqu'on parle d'audit des comptes annuels donc des partis politiques, il y a cette question qui est centrale, c'est celle des déclarations de patrimoine et c'est, comme on le sait, un outil de moralisation de la chose publique, bien évidemment, que recommande la Cour des comptes là-dessus. À ce niveau-là, il y a à signaler que l'attribution suivie de contrôle des déclarations obligatoires de patrimoine vise bien entendu la consacration du principe de la responsabilité, de la protection des deniers publics. Il permet également l'éthique dans l'administration publique et par ailleurs, bien sûr, la lutte contre la corruption. Alors ce principe-là, à cet égard, la Cour veille justement dans le cadre d'un système de contrôle global, donc les différentes passerelles dont j'ai parlé tout à l'heure entre nos différentes missions, justement d'effectuer un contrôle vis-à-vis de ces déclarations. Cette année, la Cour des comptes a commencé à... Nous en avons, d'ailleurs, je commence par les chiffres, nous en avons reçu pratiquement 343 000, aux alentours, 47 000 aux alentours, et concernant 100 000 assujettis. Et 100 000 déclarants depuis 2010 à date de rédaction de ce rapport. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que cette année, la Cour des comptes a démarré le processus d'ouverture des déclarations. Nous avons commencé par émettre un certain nombre de remarques quant à la cohérence, bien entendu, des informations incluses, mais par la suite, il y a un échantillon sur lequel travaille actuellement la Cour des comptes et le publiera en temps opportun sur, bien entendu, le fond des déclarations proprement dites. Et cela risque aussi d'être étendu à une plus grande population que les 100 000 qui sont déjà inscrits à l'avenir. Les 100 000, juste préciser que la Cour des comptes a mis en place une plateforme en 2021 pour que ce sont les autorités gouvernementales qui téléchargent la liste de ceux qui sont sommés de déposer leur déclaration auprès de la Cour des comptes. Ce n'est pas la Cour des comptes qui les saisit, mais ce sont les autorités gouvernementales qui arrêtent ces listes-là. Et sur la base de ces listes, la Cour des comptes effectue effectivement ce travail de suivi et de contrôle. Et sur la base des recommandations, justement, que peuvent faire les organismes publics comment peuvent interagir ces organismes, comment ces organismes peuvent-ils interagir plutôt avec les recommandations de votre Cour? Alors, je vais vous dire qu'en application de l'article 3 du Code des juridictions financières et aux bonnes pratiques mises en place dans les différentes institutions supérieures de contrôle, la Cour des comptes est les pionnières aussi dans la mise en place d'un premier système d'information qui permet une interaction directe avec les différents organismes contrôlés pour ce qui est du suivi des recommandations qu'elle a émises. Nous tirons une certaine satisfaction puisque nous avons constaté qu'effectivement sur les 3788 recommandations émises, un taux quand même intéressant justement de prise en compte qui a atteint 89%, alors qu'il n'était que de 84% auparavant, l'année précédente. Et l'interaction des organismes, elle est évidente, effectivement, et nous le constatons à plus d'un titre. Pour celles qui ne sont pas, pour les recommandations qui ne sont pas satisfaites, généralement, elles ont trait à des difficultés, soit de ressources humaines, puisqu'on parle de la période Covid, mais aussi à une multiplicité d'intervenants, au délai et cadrage juridique, délai juridique administratif qui prend un peu son temps. Mais par contre, pour finir sur une note positive, les recommandations émises ont permis un impact positif sur l'amélioration des performances à plusieurs niveaux, notamment pour ce qui est de l'amélioration des mécanismes de gouvernance et de la mise en place d'un système de contrôle interne. À titre d'exemple, l'octroi des subventions par l'État aux différentes associations, cette année, qui a fait l'objet du suivi de recommandations de cette année, nous avons constaté une nette avancée réglementaire quant à l'octroi de ces subventions. Merci beaucoup, Selma Chafiqi. Merci de nous avoir éclairé sur comment cela marche au sein de la Cour des comptes. Je rappelle que vous êtes donc président de la Cour régionale des comptes de la région de Rabat, Salé, Kenitra. Merci encore une fois. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.